Alors, c'est un réel plaisir cet après-midi ou ce soir. Nous avons le réel plaisir d'accueillir deux invités spéciaux. Ces deux invités-là sont vraiment deux personnes spéciales qui vont vous parler, qui vont nous entretenir euh, et à propos de l'immigration et les immigrants, les nouveaux arrivants pour ce soir. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio ou à notre studio Madame Ayaba Savino, donc, qui est une spécialiste de sciences sociales et de comptabilité. Et nous avons aussi avec nous Monsieur Marc Rouda-Pierre, directeur du réseau haïtien MLSA. C'est le fondateur, founder and CEO, alors fondateur et euh, tu peux l'appeler PDG of Immigration America LLC. Donc, Madame la Présidente, nous te saluons et tu es très belle. Merci d'avoir fait le choix de ces deux personnes spéciales pour discuter, pour nous entretenir d'abord et discuter avec nous ce soir autour de ce beau thème qui traite de l'immigration, des droits des immigrants et les droits des immigrants et la justice sociale. Alors, est-ce que monsieur Macroud Pierre est déjà arrivé? Pas encore, il m'a dit qu'il va monter maintenant. D'accord, On on peut peut commencer toujours, avec madame. absolument. Donc, alors, pour ne pas, pour ne pas commettre d'erreur dans la présentation de Madame, disons, dans la présentation du profil de Madame Savinon. Donc, je vais lui demander, et c'est ce que je vais faire aussi dans le cas de Monsieur Marc Roudière. Donc, je vais demander à chacun de nos invités, donc, c'est-à-dire d'abord à Madame Ayaba Savinon, de se présenter et de nous parler de lui, c'est-à-dire de nous faire part de son profil. Et tout de suite après, si Monsieur Macroud Pierre est déjà arrivé, donc je lui demanderai de se présenter à la suite de Madame Savinon avant que je procède aux questions spécifiques. Madame Ok. Savinon, je vous passe la Alors, parole. oui, bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Madame Ayaba Salvino. Je suis travailleuse d'établissement dans les écoles francophones de Kingston et Mille-Îles. Alors, je suis béninoise d'origine et je suis restée quelque temps en France avant d'arriver au Canada. Euh, j'ai étudié les sciences sociales et l'anthropologie à l'Université Lumière 2 de Lyon et j'ai fait des cours de comptabilité au Québec. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, Madame Savinon. Est-ce que Monsieur Wood est déjà arrivé? OK. Alors, si Monsieur Wood n'est pas encore arrivé, donc on va continuer, poursuivre avec Madame Savinon, donc nous, qui va répondre à certaines questions spécifiques que je vais lui poser pour l'édification du public, l'édification de l'assistance des participants. Euh, je suis presque sûre que nous sommes toutes et toutes, c'est-à-dire les participants, les auditeurs et auditrices, nous sommes tous et toutes probablement des personnes, des, euh, des personnes immigrantes, si vous voulez. Donc, alors, je pense que c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur, les droits des immigrants et la justice sociale. Alors, euh, Madame, Madame Savinon, la première question que je vais vous poser, est la suivante. Euh, Quels sont les problèmes spécifiques auxquels les immigrants noirs, les immigrants et afro-descendants peuvent être confrontés
dans leur pays d'accueil. Dans leur pays d'accueil, donc d'accueil, compte tenu que vous avez vécu en France quelque temps, vous avez étudié en France de toute façon à Lyon, donc Canada n'est pas votre premier pays d'accueil. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment de l'expérience à partager avec nous. Donc, s'il vous plaît, puis, dites-nous euh, quelles sont, selon vos expériences, vos observations, et aussi, parce que vous travaillez comme vous êtes travailleuse d'établissement dans les écoles, donc une fois de temps en temps, je suis tombée en mode de silence, donc c'est pas moi qui ferme mon micro, donc alors je ne sais pas si c'est une erreur une erreur technique du côté de la technologie. Alors, nous savons que vous côtoyez beaucoup les personnes immigrantes, les personnes et surtout les personnes les personnes immigrantes francophones et notamment les personnes immigrantes et d'ascendance africaine ou afrodescendante. Donc, alors, s'il vous plaît, parlez-nous, selon vous, des problèmes spécifiques auxquels les immigrants noirs peuvent être confrontés dans leur pays d'accueil. OK. Merci beaucoup. Alors, étant donné que moi-même, je suis immigrante à la base, donc moi, je relève deux problèmes fondamentaux qui sont comme problème d'intégration. Et le deuxième, c'est le problème d'emploi. Alors, quand je dis intégration, c'est le problème auquel, quand tu es nouveau arrivant, tu rentres dans un nouvel environnement, tu as de mal à t'intégrer. Ça peut être par rapport à la couleur de ta peau, comme ça peut être aussi par rapport au problème de langue, parce que la plupart, tout le monde, on parle de francophones, mais il y a quand même le français qu'on parle en France n'est pas forcément pareil ce qu'on parle au Québec ici ou au Canada. Donc, malgré que moi, j'ai vécu en France, arrivé au Canada, en passant par le Québec, j'ai eu du mal à comprendre les personnes, les Québécois, quand ils parlent. Et même la langue d'origine béninoise, comme on apprend tous le français, le fait qu'il y a un accent derrière aussi, c'est aussi un problème. Donc, ce problème d'intégration est un problème très crucial que, en tant que nouveau arrivant, on subit quand on arrive dans un nouvel environnement. Et après, on voit bien qu'il y a le problème d'emploi. Donc, en tant qu'immigrant, on est beaucoup expérimenté, on a des expériences, on a des bagages intellectuels. Mais quand tu viens dans un nouveau pays comme ça, toutes ces expériences que tu as eues pendant des années ne sont pas forcément considérées. Alors, soit tu reprends tout de zéro, ou tu acceptes de faire certains travaux ou d'accepter certains jobs qui ne te conviennent pas. Donc, que ça soit en France ou au Canada, c'est un problème que la plupart des immigrants sont confrontés. Alors, après, comme je viens de dire tout à l'heure, l'intégration aussi, on parle de la langue, bien sûr, on parle de la couleur, mais il y a aussi l'aspect culturel. Alors, l'aspect culturel est qu'on a nos façons de s'habiller. Je vais parler de la culture vestimentaire, par exemple, qui fait partie vraiment d'un grand problème. Par exemple, que ce soit ici ou en France, c'est pareil. Même si aujourd'hui, c'est un peu moindre qu'il y a des années. 10 ans en arrière, je pense qu'on accepte certaines choses aujourd'hui, mais ça reste toujours un problème. Parce que je me rappelle que moi, je me suis déjà habillée en tenue traditionnelle et on m'a demandé, oh, c'est quoi ça? C'est vraiment coloré. Ah, on n'a pas ça ici. Tu es perçu, quand tu vas travailler, tu t'habilles comme ça. Tu es perçu comme un inconnu ou une inconnue tout de suite, même si aujourd'hui on accepte. Donc, il y a cet aspect culturel, côté vestimentaire, qui est très connu, auquel on est confronté, qui fait partie du problème d'intégration, bien sûr, parce que tu vas commencer par te dire, écoute, je vais oublier mes façons de m'habiller parce que je ne suis pas bien acceptée. Alors, tu vas commencer par oublier ta propre culture vestimentaire ou de mode et tu vas commencer par t'habituer pour pouvoir mieux t'intégrer. Il y a aussi la culture culinaire. Alors, moi, je dirais parfois, on va travailler pendant l'heure de pause, tu attends au lunch
et que tu veux manger, alors, on sait bien qu'en Afrique ou peut-être dans des pays comme hispaniques, tout ça, nous aimons bien utiliser les assaisonnements, donc qui dégagent des odeurs qui peuvent être désagréables pour certains. Alors, donc, quand tu ouvres ta boîte à lunch, tout le monde, oh, ça sent fort, oh, ça sent. Donc, on est gêné. On est très, très, très gêné. Alors, encore une fois, soit tu continues par t'affirmer ou tu abandonnes et tu essaies pour t'intégrer à amener des fromages, par exemple, en France, ou il faut que tu manges du fromage, il faut que tu fasses semblant de manger du saumon cru, des choses comme ça. Donc, moi, voilà les problèmes auxquels moi, j'ai été confrontée personnellement et je pense que la plupart des immigrants que je rencontre ici, surtout au Canada, quand ils viennent, la première des choses qu'on demande, on m'a déjà demandé ici plusieurs fois, est-ce qu'il y a des boutiques haïtiennes ici, à Kingston? Est-ce qu'il y a des boutiques camerounais ici? Est-ce qu'on peut trouver des boutiques africaines? Donc, voilà. Parfois, il n'y en a pas du tout. Donc, soit c'est un peu loin. Donc, c'est une façon très difficile d'intégration, donc qui aborde plusieurs points. Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. Merci pour d'avoir élaboré et très bien élaboré euh, parce qu'on a parlé de problèmes spécifiques évidemment et puis vous avez pu élaborer, disons, un ensemble de problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les immigrants, notamment les nouveaux arrivants. Alors, donc, vous nous aviez fait part de votre propre exemple et de votre propre expérience comme exemple. Donc, si je peux récapituler, donc, vous avez parlé de problèmes d'intégration et à l'intérieur de ce problème d'intégration, il y a le problème d'emploi, il y a il y a un problème de barrière linguistique aussi, qui est très important à souligner. Et d'après ce que j'ai compris, euh, ce problème de barrière linguistique se retrouve même au sein de la francophonie, hein, parce que nous avons une francophonie plurielle. Donc, il y a une question d'accent. Donc, chacun a un accent, notamment, et l'exemple que vous aviez donné tout à l'heure, quand vous êtes arrivé au Québec. Et donc, il vous était très difficile au début hein, de comprendre le français québécois qui est quand même, et bon, ils ont quand même leur joual, le joual qui est disons, leur langue, bon, si je peux l'appeler une langue vernaculaire, là, donc un français cassé. Donc, je pense que ça a été l'expérience de tous les immigrants francophones qui viennent de la Caraïbe ou de l'Afrique ou de la France ou d'un pays d'Europe. Et ça a été un problème et effectivement auquel tous les immigrants francophones ont confronté, disons, se sont confrontés et au Québec, par exemple, et à leur arrivée, dès leur première arrivée. Vous avez parlé aussi de la couleur de la peau. La couleur de la peau aussi peut servir d'obstacle ou de barrière à cette intégration-là. Peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment incluse, alors qu'on parle on parle d'inclusion, par exemple, de diversité et d'inclusion. Il y a l'aspect culturel aussi, comme vous l'aviez dit. Donc, dans l'aspect culturel, on retrouve la tenue vestimentaire, donc la manière dont vous vous habillez. Donc, ça, vous paraissez différent, hein? Oui, différent ou différente à côté des autres, à côté des souches, comme les Québécois ont l'habitude de dire. Et aussi il y a l'habitude culinaire aussi. Effectivement, donc, il est très difficile d'apporter la nourriture et de nos traditions, parce que selon les autres, là, surtout selon disons, les compatriotes d'accueil, donc, du pays d'accueil, donc ils vous disent que c'est fort, hein, l'odeur de la nourriture que vous apportez, etc. Donc, alors, on vous remercie infiniment pour cette réponse assez élaborée par rapport
et à l'ensemble ou à un ensemble de problèmes spécifiques que selon vous, et normalement, ce sont des problèmes auxquels vous vous étiez aussi confrontés à votre arrivée, bien entendu, même si ça a changé. Merci beaucoup. Alors, est-ce que M. Roud est déjà arrivé? Pas encore. Monsieur Roud? Alors, si Monsieur Roud n'est pas encore arrivé, donc on Il va est là, continuer. il est là. Oh, il est là? OK. Alors, Monsieur Roud, Monsieur Roud, Monsieur Roud Pierre, si je ne m'abuse, alors je veux dire très bien son nom pour ne pas massacrer son nom. Alors, Monsieur Marc Roud C'est bien Pierre. dit. Monsieur Marc Roud-Pierre. Donc, nous avons le plaisir de vous accueillir et sur le plateau de CEHA, de la causerie virtuelle du vendredi du CEHA, aujourd'hui 30 juin 2023. Alors, je vais vous demander de vous présenter parce que j'aurais préféré que vous vous présentiez vous-même, c'est-à-dire vous allez nous faire part de votre profil tout de suite après. Donc, je vais passer à la première question que je viens de poser à que je viens de poser à Madame Savinon. Et puis, après, nous allons enchaîner avec les autres questions. Le micro est à vous, Monsieur Pierre. Merci, merci pour cette invitation. D'abord, à Madame Ketli, excellent. De la part de Viria, c'est un honneur et un très grand plaisir d'être parmi vous, de partager avec le public et certaines informations au regard du domaine de l'immigration, particulièrement aux États-Unis d'Amérique. Et le nom, c'est Marc Roud Pierre. Pierre est le nom de famille. Et je suis, bien entendu, un professionnel. Je suis avocat particulièrement depuis Haïti. Ici aux États-Unis, je travaille dans le domaine de l'éducation. Je suis professeur de français, je suis entrepreneur et je participe à l'effort d'aider la communauté, surtout sur le plan des activités concernant l'immigration américaine. Je suis également membre du mouvement de l'amour pour Haïti, où j'occupe le poste de directeur des organisations haïtiennes. Ce qu'on fait particulièrement, on essaye d'aller vers les autres organisations, d'aller voir comment est-ce qu'elles fonctionnent, dans quel domaine elles fonctionnent et comment on peut mettre ensemble ou encore créer un réseau de partenariat avec les organisations en vue de travailler ensemble pour le développement durable, particulièrement en Haïti. Donc, pour la présentation, c'est assez bref. Je vais m'arrêter là et je suis ouvert aux questions. Merci beaucoup, Monsieur Pierre, Monsieur Roud-Pierre ou Marc Roud-Pierre. Donc, je vais vous appeler Monsieur Pierre juste pour ne pas massacrer votre nom. Ça va. Marc, Donc, Wood, Pierre, ça Marc va. Roud-Pierre, merci beaucoup. So, Marc, ou bien Wood, ou bien Pierre, Pierre, n'importe lequel. ouais, ça vous convient. OK, donc mon nom c'est Marlène, même si mon nom n'est pas apparu sur mon écran. Donc, c'est le nom de notre organisme qui apparaît, mais je suis Marlène Tellus-Marimi et j'ai l'honneur d'animer ce soir cette émission avec vous, accompagnée de notre chère et bien-aimée sœur de la, pas de la Guinée, mais euh, en tout cas, de notre racine, l'origine haïtienne, la première origine haïtienne, vient de son pays d'origine, là. Donc, voilà. Bénin. Alors, Du Bénin. Du Bénin. du Bénin, voilà, du Bénin, merci. L'ancien Dahomey, le Bénin, l'ancien Dahomey, merci. Donc, c'est notre première, c'est vraiment notre première origine, notre première, et c'est là d'où venait d'abord et avant tout nos premiers ancêtres. Donc, alors, permettez-moi de vous dire notre chère sœur ou notre chère cousine.
Alors, c'est Madame, et c'est vraiment Madame, et, Madame oh, je ne veux pas non plus massacrer votre nom, donc C'est laissez-moi trouver. Ayaba, Ayaba, Ayaba. Ayaba, merci, Oui, parce que le nom m'est échappé à l'écran, mais c'est oui. Madame Ayaba. Merci beaucoup, Oui. Madame Ayaba, de me le rappeler. Alors, Monsieur Pierre, nous venons de lancer les questions spécifiques avec Madame Mayaba qui a répondu, qui a très bien élaboré. Donc, la première question est la suivante. Donc, et puisque vous êtes aussi immigrant, parce que vous vivez aux États-Unis, et si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, vous êtes aussi d'origine haïtienne, donc ça veut dire que vous êtes immigrant. Probablement, vous avez vécu aussi des problèmes spécifiques lors de votre arrivée au niveau de l'immigration. Donc, vous venez de dire tout à l'heure que vous essayez autant que possible d'aider les ressortissants étrangers euh, dans le domaine de l'immigration. Alors, pouvez-vous nous dire, selon vous, quels sont les problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les immigrants dans leur pays d'accueil? Merci pour cette question, mais avant, je dois vous dire que j'essaie d'arranger un petit problème technique parce que je ne me vois pas sur l'écran, j'essaie d'arranger ça. Donc, OK, j'espère que ça va s'arranger d'ici peu. Mais oui. en attendant, je ferai l'effort de répondre à la question, à cette première question. Effectivement, je suis un immigrant. Je viens d'Haïti, la première république noire indépendante du monde. Et bien entendu, il y a un ensemble de situations qui arrivent quand les gens quittent leur terre natale, leur pays d'origine, pour aller s'installer dans un pays étranger. Et ça n'arrive pas seulement avec les Haïtiens, ça arrive pratiquement avec un grand nombre d'autres nationalités, d'autres pays. Le premier problème que l'on rencontre ici, particulièrement quand on vient d'Haïti, c'est la problématique de la langue, je dois dire. C'est la problématique de la langue. C'est la première barrière qui se dresse, qui se dresse devant nous, puisque nous venons d'un pays créolophone, francophone, et certaines personnes, certains individus viennent ici avec un bagage ou un background où ils ont déjà appris à parler l'anglais, mais dans la majorité des cas, la première barrière qui se dresse, c'est la barrière de la langue. Mais je dois dire également que on peut on peut on peut se servir comment dire, de cela. On peut y voir également une opportunité. On peut y voir une opportunité. Mais avant d'entrer dans la facette opportunité, je dois dire que la première barrière, c'est la langue. Donc, j'encourage tout un chacun à faire le premier pas, d'aller apprendre à parler l'anglais dès le premier moment où ils arrivent ici aux États-Unis. Il y a beaucoup d'endroits où ils peuvent apprendre à parler anglais, et particulièrement dans les bibliothèques. Les bibliothèques offrent des cours d'anglais gratuits aux immigrants. Il y a des centres qui offrent, il y a d'autres centres qui offrent des cours d'anglais gratuits aux immigrants. Donc, il faut s'informer. La première chose, il faut s'informer. Il ne faut pas, comment dire, se renfermer sur soi-même, se replier sur soi-même, dire que je ne parle pas l'anglais, donc ça va être dur, ça va être difficile. Non, du tout pas. Il faut essayer de s'informer et essayer de surmonter cette difficulté, cette barrière. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est le statut. C'est le statut d'immigration. Les gens arrivent ici avec un statut immigrant qui n'est pas régulier, un statut immigrant illégal, on veut dire. Donc, ça, c'est la deuxième barrière. Mais là encore, il faut dire aux gens que, eh bien, il faut s'informer. C'est tout ce qu'il faut faire. Il faut s'informer, chercher
à parler aux autres, parce que généralement, je constate personnellement que quand les Haïtiens arrivent ici, ils se replient sur eux-mêmes. Ils ne parlent pas de leurs problèmes, ils ne parlent pas de leurs difficultés, ils ont peur d'en parler. Mais non, il faut en parler. Et c'est vrai qu'il faut justement des personnes de confiance pour en parler, mais il faut en parler quand même parce qu'il y a des services disponibles pour tous les nouveaux immigrants qui ont des difficultés, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau du statut d'immigration. Il faut en parler parce qu'il y a des avantages, il y a des bénéfices qui sont disponibles pour vous. Donc, ça, c'est ça. Et la deuxième, et l'autre chose, si je puis dire, c'est la question du travail, parce que ici, c'est un pays assez dynamique. Donc, vous allez vous rendre compte par vous-même, hein, dans les tout premiers moments, que vous avez besoin d'aller travailler. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Il faut chercher du travail. Et là encore, il faut s'informer. Donc, c'est le premier conseil que je puisse apporter aux nouveaux immigrants. S'informer, c'est la première démarche. Parlez aux gens, ne vous repliez pas sur vous-même, cherchez là où l'information est disponible. D'accord. Mais merci beaucoup pour cette belle réponse d'ailleurs. Et en vous entendant parler, et après avoir entendu et parler Madame Ayaba, donc on peut se rendre compte que la réalité des immigrants, les immigrants éprouvent les mêmes situations presque partout où ils vont, hein. Donc, moi, je vois un point commun entre et ce que Madame Ayaba vient de nous dire tout à l'heure. Là. Donc, le premier problème qu'elle a mis de l'avant, c'est c'est l'intégration, mais à l'intérieur de ce problème d'intégration, il y a l'aspect d'emploi. Donc, à l'arrivée du nouveau arrivant, donc le nouveau arrivant doit travailler parce que la personne doit apporter du pain sur la table. Et même s'il s'agit d'une personne qui n'est pas, qui vit seule, par exemple, même s'il s'agit d'une personne célibataire, donc la personne doit manger. Donc, alors, il y a le problème d'emploi. Donc, et, et la première chose que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est le problème de barrière linguistique. C'est pareil au Canada. En plus, nous vivons, nous qui sommes, et la plupart d'entre nous là, qui écoutons cette émission, donc nous vivons en Ontario. Donc, l'Ontario, c'est une province de langue anglaise, donc une province anglophone, et puis ou une province anglo-saxonne. Puis, quand les immigrants, les personnes immigrantes et francophones arrivent ou créolophones arrivent, c'est encore le même problème de barrière linguistique. Et même au Québec, parce que Madame Yabaya vient de le souligner tout à l'heure, même à l'intérieur de la francophonie, donc on peut rencontrer aussi des barrières linguistiques, par exemple, avec les différents accents. Donc, et les Québécois d'origine, par exemple, peuvent parler le français en parlant le français. Donc, au début, on n'arrive pas à bien les comprendre. Donc, alors que c'est vraiment important de le souligner. Et en plus de ça, vous avez parlé de statut d'immigrant, effectivement. Mais alors, selon ce que j'ai compris, quand les gens arrivent, peut-être qu'ils ont peur d'aller chercher de l'information. Donc, vous les encouragez à aller chercher de l'information parce qu'ils arrivent, pour la plupart, ils arrivent avec un statut illégal. Donc, le fait qu'ils n'ont pas encore le statut légal, donc ils sont représentés, ils représentent, pardon, des personnes illégaux, des immigrants illégaux dans le pays où ils sont, alors qu'ils doivent aller chercher de l'information pour pouvoir arriver à changer leur statut d'illégal en statut légal. Nous vous remercions infiniment et nous remercions aussi et Madame Ayaba pour toutes les informations qu'elle nous a apportées tout à l'heure en répondant à cette première question. Alors, la deuxième question est la suivante pour vous deux. Quels sont, selon vous, les défis auxquels les immigrants noirs ou les immigrants qu'on appelle afro-descendants
peuvent être et peuvent confronter en matière d'intégration sociale et économique. Donc, on a parlé d'intégration. Donc, et Madame Ayaba avait souligné à l'intérieur de l'intégration, donc il y a l'emploi, il y a barrière de langue, etc. Donc, ça veut dire que vous avez déjà ouvert ou entrouvert, vous avez déjà entrouvert la porte de la réponse à cette question. Alors, je vous recède le micro à vous deux. Donc, je demande à Madame Ayaba si elle est disponible à répondre, à nous donner, disons, un élément de réponse à cette question. Et tout de suite après, ça va être le tour de Monsieur Pierre. Quels sont, selon vous, les défis auxquels les immigrants noirs ou afrodescendants peuvent être confrontés en matière d'intégration sociale et économique? OK. Alors, bon, je dirais déjà, on a déjà ouvert effectivement la question tout à l'heure. Oui. Alors, en matière d'intégration sociale, ben, déjà, un nouveau arrivant, il va voir déjà que le coût des loyers sont très élevés. Mhm. Ça, c'est un grand problème parce que j'en rencontre tous les jours. Quand je rencontre des familles nouvellement arrivées, même aujourd'hui, une famille vient de la Côte d'Ivoire avec ses 3 enfants et malheureusement, elle ne s'est pas vraiment bien renseignée avant de s'installer à Kingston. Et quand on est en train de l'aider pour trouver un appartement, on trouvait que tout était autour de $2000. Mhm. Alors, elle a poussé un grand cri quand on a appelé le premier Oh mon propriétaire. Dit, Dieu. c'est très élevé, combien je vais gagner pour pouvoir payer? Oui. Moi, je lui ai répondu, mais ça fait un bon moment que je suis là. Donc, si j'y arrive, vous allez y arriver. Il dit, mais $2, c'est déjà une bonne partie pour faire telle chose au pays, pour faire telle chose au pays. Donc, on a vraiment ce problème de loyer très élevé. Aussi, même au niveau des courses alimentaires, oui, le coût de vie est très élevé par rapport à certains pays dont les immigrants proviennent. Et côté social aussi, on peut parler aussi qu'il y a la difficulté de trouver des gens issus du même pays que soi pour pouvoir partager quelque chose ensemble. Alors, moi, je suis béninoise à Kingston et j'en ai pas d'autres pour le moment. Je ne connais pas d'autres béninois jusqu'à aujourd'hui à Kingston. Wow. Alors, Wow. je connais des Togolais, mais pas des Béninois. D'accord. Donc, il y a ce problème aussi de trouver des gens qui sont venus du même endroit que vous pour partager plusieurs choses ensemble. Donc, ça aussi, ça fait que certaines personnes, quand ils sont dans la communauté pendant un bon moment, qu'elles ne trouvent pas avec qui causer, collaborer, échanger. Alors, ça fait que ça devient aussi un autre problème qui entraîne aussi le problème de solitude pour ces familles-là, qui finalement peuvent déménager d'une ville à l'autre jusqu'à ce que trouver de repères pour pouvoir mieux socialement s'intégrer. Donc, tout ça, ça amène côté, je dirais côté logement. Je note ça parce que ça fait que le fait que les logements sont très élevés, ça fait que la plupart des familles peuvent s'installer aussi dans certains endroits qui ne sont pas forcément appropriés et qui amènent d'autres problèmes par la suite. Donc, des problèmes de délinquance pour les enfants, parce qu'on sait bien qu'il y a des quartiers ciblés dans certaines villes et le loyer est moins cher. Donc, du coup, par faute de moyens, par faute de telle chose, on se dit, OK, de toute façon, j'ai plein de choses à faire au pays, je vais rester dans ce quartier et économiser de l'argent. Mais on oublie qu'en restant parfois dans ces genres de quartiers qui sont ciblés ou qui sont stigmatisés, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu par rapport si tu es une famille, dans l'éducation de l'enfant, l'école que l'enfant va fréquenter, les amis qu'il va avoir. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc, il y a beaucoup de défis quand même auxquels les immigrants noirs sont confrontés. Je dirais même qu'au Canada, c'est encore mieux parce qu'en France, c'est encore pire.
Il y a carrément des quartiers où quand tu rentres, tu n'as que des Noirs ou des Arabes. Et ce sont des quartiers où c'est vraiment stigmatisé. Donc, on sait que ce quartier, c'est que des immigrants qui sont dans ce quartier. Alors, donc, voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. Nous vous remercions infiniment pour disons, cet apport que vous venez de faire à cette question de problèmes, surtout de défis, par exemple, auxquels les immigrants afrodescendants peuvent être confrontés en matière d'intégration sociale et économique. Et effectivement, et comme vous venez de le dire tout à l'heure, donc, quand la personne immigrante arrive, donc la personne immigrante a tendance à rechercher des personnes qui lui ressemblent, hein, et afin qu'il puisse s'identifier à ces personnes-là. Donc, malheureusement pour vous, ce n'est pas le cas pour vous parce que vous n'avez pas encore vu d'autres personnes d'origine béninoise, hein, afin de pouvoir vous identifier à travers ces personnes ou à travers ces groupes ou carrément ces groupes de pays d'origine ou d'associations de pays d'origine. Et vous avez parlé aussi de, de- du coût de la vie, le coût de la vie en général, le loyer, même et la nourriture, parce que maintenant nous vivons une période, une époque d'inflation, si vous voulez, une situation d'inflation et dans ces derniers temps, et ce n'est pas qu'aujourd'hui. Donc, depuis et à la suite de la pandémie, et même durant la pandémie, donc, on avait commencé déjà à parler d'inflation, et cette inflation a beaucoup d'impact et sur tout le monde, mais précisément sur les personnes immigrantes, les ressortissants étrangers, et encore plus les personnes, les immigrants afrodescendants ou les personnes afrodescendantes, et parce que les recherches l'ont prouvé, même au niveau de la pandémie. Donc, c'est une collectivité qui a été beaucoup plus frappée par la pandémie, et il y a beaucoup de facteurs qui justifient cette différence entre cette collectivité et les autres collectivités. Et merci beaucoup. Et comme vous l'avez dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de défis. Et vous avez pris l'exemple de la France, par exemple, et dans des quartiers où on ne peut pas, on a la difficulté à y vivre, hein, si on veut avoir une meilleure éducation pour ces enfants, parce que ce sont des quartiers qui sont stigmatisés, et ce sont des quartiers un peu à risque aussi, hein. Donc, ce sont des défis auxquels les, euh, les immigrants noirs, les immigrants afrodescendants sont confrontés. Alors, merci beaucoup. Donc, c'est le tour de Monsieur Pierre maintenant de nous faire part de sa réflexion à propos de cette question. Quels sont, selon vous, les défis auxquels les immigrants noirs ou les immigrants afrodescendants peuvent être confrontés en matière d'intégration sociale et économique? Bon, je pense que Madame Ayaba a vraiment effleuré cet aspect avec beaucoup, beaucoup de détails. Cependant, je dois reconnaître que particulièrement ici aux États-Unis d'Amérique, Mhm. je réside actuellement, il y a un problème de discrimination raciale qui sévit durement, terriblement aux États-Unis. Parce que vous savez, ça, on dit, bien entendu, c'est pas de moi, je répète, on dit que donc, la discrimination raciale, le racisme, c'est même dans l'ADN des États-Unis d'Amérique. Parce que vous avez l'histoire, il nous dit que justement, c'est un pays où les Noirs, et dans un premier temps, étaient en situation d'esclavage, et puis après l'indépendance. Et et récemment, avec la célébration de Juneteenth, le 19 juin, Mhm. Mhm. le 19 juin, c'est la célébration de la libération des Noirs
pratiquement 100 ans après la proclamation de l'indépendance des États-Unis. Parce que, pratiquement environ 200 ans, parce que 200 ans, parce que l'indépendance a été proclamée en 1776 et on a dû attendre environ 100 ans ou plus pour justement proclamer la libération, la Libération. liberté générale des esclaves en 1870 avec le 14e amendement. Vous savez, et malgré que le 14e amendement avait accordé aux personnes de couleur, aux Noirs, aux indigènes, c'est-à-dire aux Indiens, etc., le droit de pratiquer, le droit d'avoir une vie civile comme toutes les autres catégories sociales, eh bien, on a dû attendre encore 100 ans, hein, 100 ans avec the Bill of Rights, Martin Luther King Jr., pour vraiment pouvoir savourer l'exercice plein et entier des droits civils et politiques ici aux États-Unis, particulièrement au niveau de la communauté noire. Donc, vous allez, en tant que noir, et quand vous arrivez aux États-Unis, vous allez vous rendre compte que le pays, c'est un pays blanc. On doit le dire, hein, parce que si vous regardez le gouvernement, tous les postes, les postes les plus importants, ce sont les blancs. Vous regardez le Parlement, vous regardez la justice, si vous regardez la police, si vous regardez les institutions publiques en général, vous allez vous rendre compte que, eh bien, c'est un pays où les Blancs sont majoritairement privilégiés. Il faut le reconnaître, hein, les Blancs sont majoritairement privilégiés. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous avez un Noir qui accède à un poste, c'est une grande célébration. Hein? C'est une grande célébration parce que c'est quelque chose qu'il faut se battre avec la dernière rigueur, qu'il faut se battre du bec et des ongles pour avoir. C'est pas facile. Donc, la première chose du point de vue social, c'est la discrimination. Et ça, c'est partout. C'est dans les rues. Hein, c'est pas seulement dans les institutions. Quand vous allez, c'est dans les rues. Quand vous rentrez dans un store, ça peut vous frapper. Quand vous essayez de vous faire inscrire à l'université, vous pouvez justement faire face à cette barrière également. Donc, c'est un peu partout. Mais il faut faire attention. C'est systémique dans un certain sens, mais ce n'est pas légal. C'est pas légal. Vous voyez, c'est en quelque sorte un paradoxe parce que c'est systémique, c'est dans le système, c'est dans l'ADN des États-Unis, mais ce n'est pas légal. C'est-à-dire que les lois protègent toutes les catégories sociales contre la discrimination. Donc, il faut faire attention quand vous faites face à une situation discriminatoire, il faut savoir que, quel que soit votre statut d'immigrant, il faut savoir que vous avez des droits. Il faut savoir que vous avez des droits. C'est-à-dire que vous allez dans un store, vous êtes victime de discrimination raciale, eh bien, ne vous laissez pas rabaisser, ne vous laissez pas, détruire, ne vous laissez pas intimider, merci. C'est prendre les actions qu'il faut, chercher quelqu'un aller vers les organisations. Il y a MLA est là. Donc, MLA, c'est le mouvement de l'amour pour Haïti. Vous pouvez également contacter d'autres personnes que vous connaissez qui sont membres, qui luttent ou encore qui participent à des activités sociales, donc à des activités de revendication. Donc, il faut en parler. C'est la chose. Maintenant, il faut savoir que les gens vont essayer de vous intimider, mais ce n'est pas légal. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit. Aucun droit de vous intimider. Ils n'ont aucun droit de pratiquer quelque sorte de discrimination contre vous en tant que Noir. Donc, la discrimination, ce sera pratiquement le plus gros défi à relever quand vous êtes Noir ici aux États-Unis. Et je pense que c'est la discrimination aussi, et comme vous venez de bien l'expliquer,
ça répond aussi, disons, à la question économique, parce que si on est discriminé, donc non seulement non seulement la discrimination représente un défi d'intégration sociale, ça représente aussi un défi d'intégration économique, parce que si on n'est pas intégré socialement, comment comment va-t-on pouvoir maintenant s'intégrer ou être intégré sur le plan économique? C'est très important et vous avez fait, il faut se battre, exactement. Et j'ai souligné aussi quelque chose de très fascinant que vous venez d'avancer, c'est cette belle différence que vous aviez faite entre la proclamation de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis et la libération des Noirs. Donc, pour moi, c'est extrêmement important. Et effectivement, j'ai suivi cette commémoration, cette célébration à la télévision la semaine dernière et qui est un point marquant et pour les personnes disons, d'ascendance noire ou d'ascendance africaine et en ce qui a trait à la libération de ce peuple noir, même si l'esclavage a été aboli théoriquement, mais ça leur a pris un peu plus de siècle hein, pour être vraiment libéré et être conscient aussi de cette abolition, de cette abolition ou de l'abolition de ces chaînes d'esclavage et dont ils avaient été victimes. Et puis, quelque chose de très important aussi que vous venez de souligner, c'est la question c'est cette question de discrimination qui est systémique, mais qui n'est pas légale. Donc, alors, c'est ça, racial, qui est systémique, mais qui n'est pas légal. Et parce que les gens doivent le savoir, effectivement, que quand vous êtes discriminé, donc, personne n'a le droit de vous discriminer. Donc, ils peuvent le faire, ils peuvent choisir de le faire. Ils vont effectivement le faire. Ils vont le faire, mais ils n'ont pas le droit de vous discriminer. Également qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est ça, exactement. Donc, alors, de même légalement, ils n'ont pas le droit de le faire. Donc, légalement, vous avez le droit aussi d'aller chercher de l'aide. Vous avez aussi le droit d'aller vous plaindre contre la discrimination si vous en êtes victime. Donc, merci beaucoup à vous deux. Donc, ce sont nos deux panélistes éloquents et vraiment versés dans le domaine. Donc, ça fait chaud au cœur. Donc, je suis très contente. Et je pense qu'avant d'arriver il nous reste trois questions qui sont quand même, qui se ressemblent un peu. Donc, mais avant de passer aux trois dernières questions, on va prendre une petite pause musicale de quelques secondes. Malheureusement, Yamani n'est pas là. Alors, elle n'est pas là? Oh, alors, voilà. OK, je suis désolée. Donc, on n'aurait pas de pause. Malheureusement, on n'aura pas cette petite pause. C'est ce que j'appelle pause santé parce que si on avait pu au moins avoir une musique de quelques secondes, ça ferait du bien à notre santé mentale. Alors, pour poursuivre, donc, il y a une troisième question qui est la suivante. Quels sont les obstacles auxquels les immigrants noirs ou les immigrants afro-descendants peuvent confronter en matière de... Bon, voilà. Maître Pierre vient de tout juste d'en parler en matière de discrimination et de racisme. Donc, c'est une question à laquelle il vient de répondre. Donc, je vais peut-être combiner troisième et quatrième question ensemble. Donc, et alors que madame alors, ah oui, c'est ça. Donc, madame Ayaba donc, avait déjà brossé la question d'intégration sociale et économique, mais laissez-moi prendre lecture de ces trois dernières questions et vous me direz si je peux les lancer les trois ensemble et vous laisser le libre champ, le micro ouvert pour élaborer sur ces trois questions. La troisième question, c'est quels sont les obstacles auxquels les immigrants noirs ou les immigrants et afrodescendants peuvent confronter en matière de discrimination et de racisme. Et quatrièmement, quelles sont les principales lois
qui protègent, ça c'est extrêmement important, quelles sont les principales lois qui protègent les droits des immigrants en matière de justice sociale? Alors, le micro est à vous deux. Je ne sais pas qui veut se lancer à l'eau en premier. Est-ce que, Maître Pierre, est-ce que vous voulez vous lancer d'abord? J'attendais que, parce que on est femme d'abord, donc j'attendais que Madame Oh, Ayaba. les femmes d'abord. Alors, Madame Ayaba, Madame Ayaba. Donc, parce que Je pense, Maître Pierre vient déjà élaborer, il vient d'élaborer oui, c'est ça. par rapport à la discrimination, aux défis et par rapport à la discrimination et du racisme. Et Oui. donc, alors, auriez-vous quelque chose à nous partager en ce qui a trait aux différentes lois qui protègent ou qui protégeraient les droits des immigrants noirs ou des immigrants en général, notamment des immigrants afrodescendants et en matière de justice sociale? OK. Je pense que M. Wood est mieux placé pour répondre Répondre? aux questions de droit. Donc, je vais lui laisser la parole. D'accord, merci beaucoup. Maître Pierre, nous vous passons la parole parce que c'est votre domaine. Non seulement vous êtes immigrant, vous travaillez, vous côtoyez les immigrants, mais vous êtes quand même et, et avocat de formation. Alors, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'élaborer un peu pour nous sur cette question, les principales lois qui protègent ou qui devraient protéger les droits des immigrants en général, notamment les immigrants afrodescendants en matière de justice sociale. Donc, je dois dire d'abord que comme j'ai en fait un peu annoncé, c'est-à-dire que il y a d'abord, bon, en termes de, disons, référence, il y a d'abord la Constitution. Et les amendements, quand je dis la Constitution, je considère également l'ensemble des amendements. Et il y a beaucoup d'amendements qui ont été apportés, qui favorisent, bien entendu, l'intégration sociale aux États-Unis et l'intégration sociale particulièrement des minorités ou encore des catégories sociales telles que les Noirs et les natifs, c'est-à-dire que les Indiens, tout ça, les indigènes. Donc, il y a un ensemble de... Maintenant, quand on parle d'immigration, il faut surtout faire référence à ce que l'on appelle encore INA. INA, c'est INA, c'est the Immigration and Nationality Act. OK? Donc, c'est quelque sorte un document important en matière d'immigration qui définit pratiquement tous les avantages, bénéfices et privilèges qu'un immigrant peut jouir ici, et les droits également qu'un immigrant peut jouir ici aux États-Unis. Donc, l'INA, c'est justement un document assez intéressant, assez important, parce que c'est l'acte fondamental, l'acte, disons, c'est un texte de loi qui protège justement les immigrants ici aux États-Unis particulièrement. Mais il y a également les amendements, parce que tout à l'heure, j'ai mentionné le 13e amendement, il y a le 14e amendement. Tout ça, ce sont des textes qui protègent justement les communautés noires aux États-Unis, qui garantissent l'exercice plein et entier de leur droit, la jouissance et l'exercice plein et entier de leurs droits civils et politiques ici aux États-Unis. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que l'immigration ici aux États-Unis, c'est un domaine très dynamique. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de nouveau presque chaque jour, presque chaque semaine. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Donc, aujourd'hui, on peut vous dire que OK, il y a le TPS et puis voilà comment. Et puis demain, on change. Demain, on vous dit, OK, il y a quelque chose d'autre qu'il faut faire. Donc, il faut chercher à rester informé. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut barrer les micros, s'il vous plaît, parce que ça fait quand même, ouais. Oui, monsieur, oui, Maître Pierre. Merci.
Donc, il faut, et je disais que c'est l'immigration aux États-Unis, c'est un domaine très dynamique, c'est-à-dire qu'il y a toujours et presque chaque jour quelque chose de nouveau. Il faut comprendre, il y a toujours quelque chose de nouveau, donc il faut être toujours informé. Et je pense que la façon de rester informé, c'est de parler aux autres, d'être ouvert. C'est-à-dire que si vous avez un problème, parlez-en. Parlez-en et quelqu'un va peut-être pouvoir vous dire, oh, je connais quelqu'un qui avait ce même problème et puis qui a contacté un tel ou bien qui a contacté Maître Marcoud, qui a contacté là, et puis ils ont été capables de les aider. Donc, il faut en parler. Donc, les lois, donc, en matière de législation, donc, il y a d'abord la Constitution qui protège tous les citoyens, tous les individus vivant sur le territoire américain, qu'ils soient légaux ou illégaux. Il faut savoir ça, parce que les gens, certaines fois, ont peur parce qu'ils sont illégaux, ils n'ont pas de papier d'immigration, ils ont peur. Donc, il faut faire la différence. Et quand vous êtes ici aux États-Unis, quel que soit votre statut, eh bien, vous avez des droits. Vous avez des droits, vous avez des devoirs. Et particulièrement les États, parce que vous savez que chaque État traite la question d'immigration d'une manière différente. Par exemple, si vous êtes dans l'État de Florida, ou bien si vous êtes dans l'État de New York, eh bien, votre traitement en tant qu'immigrant sera différent totalement. Parce que ici, disons, dans l'État de New York, vous pouvez avoir un permis de conduire, même quand vous n'avez aucun statut d'immigrant régulier. Vous pouvez aller à l'école, vous pouvez aller à l'université, vous voyez, même sans un statut d'immigrant régulier. Tandis que en Floride, c'est différent, vous ne pouvez pas faire ça. OK? Bien que l'immigration, c'est un domaine fédéral, cependant, chaque État quand même dispose d'une certaine latitude pour traiter les immigrants à sa façon. Donc, si vous vous trouvez dans un État qui est très hostile aux immigrants et qui est surtout hostile aux immigrants illégaux, il faut faire attention. Et il faut toujours vous informer et il faut justement, parce qu'il y a plein d'organisations. Il y a plein d'organisations qui sont là pour aider. Il y a les églises. Allez dans les églises, parler aux responsables des églises. Ils peuvent peut-être avoir des contacts. OK? Ne restez pas sans vraiment chercher à vous informer. Maintenant, si vous êtes dans un État où le traitement des immigrants est plus ou moins malléable, OK? C'est-à-dire que vous soyez légaux ou illégaux, eh bien, vous êtes plus ou moins à l'aise, eh bien, là encore, il y a des avantages et des bénéfices qui sont disponibles pour vous, il faut les chercher. Par exemple, si vous cherchez, si vous êtes un immigrant, vous êtes sous un statut illégal, eh bien, vous avez le droit d'avoir un logement, vous avez le droit de recevoir de la nourriture, vous avez le droit. Il y a beaucoup d'assistance sociale envers les immigrants dans les États, particulièrement où ils sont beaucoup plus malléables. Donc, il faut savoir tout ça. Et nous autres, au niveau de MLA, on est ouvert. Au niveau de CA, on est ouvert. Au niveau, personnellement, moi-même qui travaille dans ce domaine, je suis ouvert. Vous pouvez nous contacter et on est là pour vous aider, pour vous accompagner dans vos difficultés et à vous intégrer en tant qu'immigrant ici aux États-Unis. Mon micro est fermé, Marlène. Merci, Madame la Présidente. Merci, Maître Pierre. Donc, c'est très important, très intéressant. Et même nous qui écoutons maintenant, donc peut-être si nous savions, déjà nous savions faire la différence entre les différents États
la manière, et la manière dont chaque État traite la question d'immigration, parce que selon ce que j'ai compris, chaque État, et c'est vrai, ce sont les États-Unis, mais chaque État a une autonomie, à son autonomie, à sa façon de traiter la question de l'immigration. Peut-être que certains d'entre nous auraient choisi certains États où l'intégration ou l'immigration est mieux reçue, mieux comprise et peut-être mieux traitée. Merci pour ces belles informations. Je souhaitais ajouter Mhm, comme détail, par oui. exemple, que vous soyez dans un État qui est favorable aux immigrants illégaux ou dans Mhm, un État qui soit plus dur envers les mhm, immigrants, eh bien, vous avez des droits. Par exemple, si vous les agents de l'immigration, surtout les agents de l'ICE à ICE, OK, mhm, ou bien qui pratiquement vont après les personnes illégales aux États-Unis, eh bien, ils mhm, n'ont pas le droit de rentrer chez vous. Si vous êtes mhm. par exemple, si vous êtes dans une église, ils n'ont pas le droit de rentrer dans Oui, l'église pour vous oui, arrêter. Ils n'ont oui. pas le droit de rentrer à l'intérieur de votre appartement pour vous arrêter. Ils n'ont Mhm, pas le droit, si vous travaillez quelque part, ils n'ont pas le droit de rentrer à l'intérieur de votre lieu de travail pour vous arrêter, malgré que vous soyez un immigrant illégal. Si vous êtes, par exemple, dans une école, quelle soit l'école, dans un établissement d'éducation, ils n'ont pas le droit de rentrer dans n'importe quel endroit privé pour mhm, vous arrêter. Maintenant, si vous, quel que soit quel que soit l'état où vous vous trouvez, OK, que vous soyez en Floride, que vous soyez à New York, eh bien, si vous faites face à une situation où, par exemple, eh bien, des agents de l'immigration viennent frapper à votre porte et veulent vous parler, vous n'êtes pas obligé Ouvrir. d'ouvrir la porte, de Mhm, les éviter à rentrer. Vous n'êtes nullement obligé, malgré que vous soyez sous un statut d'immigrant illégal. Vous n'êtes nullement obligé d'ouvrir la porte pour leur parler. Vous pouvez laisser votre porte fermée et parler à travers la porte. Ils mhm, doivent mhm. vous entendre, ils vous parleront également. Si vous Ouais. avez besoin d'un interprète, n'hésitez pas à le faire savoir. Dites que j'ai besoin d'un interprète. Si vous parlez espagnol, on vous cherche un interprète qui parle espagnol. Si vous parlez français, si vous parlez créole, quelle que soit la langue que vous parlez, on vous amène quelqu'un qui parle justement la langue que vous préférez. Donc, si vous faites face à cette situation, n'hésitez pas surtout à demander l'aide d'un avocat ou d'un interprète. Et c'est très, très, très important parce que légalement, si vous demandez, et même si vous ne demandez pas, vous ne sollicitez pas le service d'un interprète, ils doivent vous le proposer. Proposer. Mhm. Parce que c'est une exigence légale. C'est Ouais. une exigence légale, OK? Donc, encore une fois, vous êtes à l'intérieur d'une maison privée, la porte, vous entendez un bruit à l'extérieur, c'est les agents de l'immigration qui frappent à la porte, ils demandent à parler à Maître Marcoud, qui est à l'intérieur de la maison. Je ne suis nullement obligé d'ouvrir la porte pour répondre. Nullement. Je vais garder une communication à travers la porte. Je parle et ils écoutent, ils peuvent répondre. Maintenant, Ouais. et ça, c'est très, très important parce qu'ils vont chercher à vous intimider. Mhm, N'ouvrez jamais la porte. Et même s'ils vous disent, par exemple, même s'ils vous disent qu'ils ont un mandat, eh bien, demandez à ce qu'ils glissent le mandat, demandez-leur de glisser le mandat sous la porte. mhm, OK? N'ouvrez pas la porte parce que c'est un risque trop grand à prendre. mhm, Okay? mhm, Demandez mhm. justement de glisser le mandat sur la porte et faites une copie si vous ne pouvez pas lire. Envoyez ça à quelqu'un qui parle l'anglais et qui peut vous aider. C'est très important. C'est très important. Mais merci beaucoup pour ces précisions et je pense que ce sont des informations qui sont aussi valables pour les États-Unis que pour le Canada parce que nous sommes deux pays voisins, deux pays limitrophes et deux pays cousins. Donc,
Et c'est aussi valable pour les États-Unis qu'au Canada. Et je pense que c'est exactement la même chose d'ailleurs. Et puis, ce que vous venez d'ajouter tout à l'heure, non seulement ce que vous venez d'ajouter, mais toutes les considérations, toutes les informations que vous venez de partager avec nous répondent déjà à la cinquième question. Donc, mais je voudrais vraiment souligner que vous aviez mis beaucoup d'accent sur la Constitution, notamment les amendements qui sont en faveur, ce sont des textes qui sont en faveur de la personne immigrante qui donne droit à la personne immigrante. Donc, ils doivent le savoir. Donc, vous avez parlé aussi de l'INA, qui est Immigration Nationality Act. Donc, c'est encore un texte qui traite des droits des droits de l'immigrant ou des droits de la personne immigrante. Et finalement, et l'une des raisons pour lesquelles, selon vous, les gens doivent se renseigner, ils doivent être toujours à l'affût d'informations et ils doivent se renseigner, ils doivent parler, ils doivent partager leurs besoins avec d'autres et aller chercher de l'aide. C'est que l'immigration aux États-Unis, c'est quelque chose de très dynamique. Donc, qui toujours ou même presque chaque jour, on voit des choses nouvelles. C'est extrêmement important que les gens le sachent pour qu'ils cessent de se replier sur eux-mêmes ou d'aller se cacher sans jamais se mettre, et disons, sans jamais vouloir sortir maintenant pour aller chercher de l'aide. Merci beaucoup, c'est très important. Est-ce que, Madame Ayaba, est-ce que vous avez quelque chose, auriez-vous quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que Maître Pierre vient de parler tout à l'heure? Non, je pense que tout est dit, mais quand même, concernant les informations, s'informer, n'oubliez pas, il y a toujours les services communautaires dans chaque ville, dans chaque endroit où on réside, qui diffusent des informations, qui peuvent aider à avoir l'accès à certains services dont nous avons besoin en matière de justice sociale ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai, on ne doit pas hésiter de vraiment s'informer par rapport à toutes ces choses-là. Merci beaucoup. Donc, nous allons conclure avec la question 5 qui a déjà été répondue par Maître Pierre, mais je vais quand même la lancer, peut-être la reformuler. Donc, comment les défenseurs des droits des immigrants travaillent-ils pour promouvoir la justice sociale pour cette communauté ou en faveur de cette communauté? En d'autres termes, pour conclure, selon vous, que devraient faire de plus les défenseurs des droits des immigrants qui travaillent pour promouvoir la justice sociale en faveur de cette communauté? Donc, Maître Pierre a déjà répondu à peut-être 80-90% et à cette question-là, mais je vous ouvre à nouveau le micro pour conclure, vous deux, l'un après l'autre ou l'une après l'autre. Donc, pour conclure, pour nous, selon vous, selon vous, et les personnes, les défenseurs, les personnes qui travaillent à la défense des droits des immigrants, donc, comment peuvent-ils mieux promouvoir la justice sociale pour cette communauté? Je ne sais pas si Alors, je commence ou... Madame Ayaba, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux, est-ce que vous voulez que Maître Pierre lance la balle? Vas-y, Monsieur Pierre. Merci, OK, donc merci. Maître Pierre, on vous repasse le micro. D'accord, merci. Donc, alors, je dois dire que au niveau de l'immigration, il y a beaucoup d'institutions, beaucoup d'organisations et beaucoup de personnalités qui se lancent dans la défense justement des immigrants ici aux États-Unis. Mais avant d'aller plus loin, je pense que je n'insisterai jamais assez sur ce point, c'est que les gens doivent savoir dès qu'ils sont ici, dès qu'ils sont dans le pays, particulièrement aux États-Unis, qu'ils soient sous un statut immigrant légal, qu'ils soient sous un statut immigrant
illégal. Ils ont des droits et des devoirs. C'est très important. Que la personne soit un immigrant avec un statut régulier ou un immigrant avec un statut irrégulier, eh bien, vous devez savoir que vous avez des droits et des devoirs et que les services d'immigration, les agents d'immigration n'ont pas le droit de vous traiter de n'importe quelle façon, quel que soit votre statut d'immigration. Ça, c'est très important. Très important parce que la Constitution protège la personne humaine. La Constitution protège la vie. La Constitution protège non seulement la vie, mais la Constitution protège le droit d'avoir protège la dignité humaine. C'est-à-dire que votre statut d'immigration n'a rien à voir avec votre dignité. C'est important. Votre statut d'immigration. Au contraire, votre dignité humaine est au-dessus de votre statut d'immigration. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez encore des droits, vous avez encore des devoirs, quel que soit votre statut d'immigration. C'est important. Maintenant, je pense que il faut aussi dire aux gens que, eh bien, c'est très important de savoir que quel que soit également votre statut d'immigration, il y a des bénéfices, il y a des avantages qui sont disponibles pour vous, quel que soit votre statut d'immigration. OK? Donc, c'est très important. Et ça peut varier d'un État à un autre, mais quel que soit votre statut d'immigration, il y a des avantages et des bénéfices qui sont disponibles légalement pour vous. Ce n'est pas des choses que vous allez faire qui vont avoir des conséquences négatives sur votre parcours, sur votre avenir. Non, c'est des avantages et des bénéfices que la loi met à la disposition de toute personne qui soit sans distinction de statut d'immigration. Maintenant, je pense que au niveau de la défense des droits des immigrants, les organisations, les acteurs, ils font beaucoup. Ils font beaucoup parce que la première chose, c'est qu'ils interviennent au niveau des autorités. Okay? Ils interviennent au niveau des autorités à travers des pétitions, à travers des enquêtes, ils interviennent au niveau des autorités. Donc, si, par exemple, on vous demande de participer à une enquête ou bien de signer une pétition favorable aux immigrants, eh bien, je vous encourage à le faire. Hein, je vous encourage à le faire parce que ça ne va rien changer, ça ne va déranger personne. OK? Donc, il faut aider également dans ce sens. Maintenant, il y a aussi l'aspect éducatif, c'est-à-dire que il y a des séminaires, il y a des séances de formation disponibles dans des centres spécialisés pour les immigrants. Et ça encore, quel que soit votre statut d'immigration. Donc, il faut savoir qu'il y a des centres qui donnent des cours, qui donnent des séminaires, qui font des workshops, okay? des séminaires qui vous informent sur vos droits et vos devoirs. Et encore, je précise, je n'insisterai jamais assez sur ça, quel que soit votre statut d'immigration. Donc, il faut chercher à savoir où se situent ces centres qui travaillent avec les immigrants et aller justement en parler et dire et parler de votre situation, vous allez recevoir de l'aide quand même. Donc, il faut chercher à connaître ces centres-là pour pouvoir justement bénéficier, pouvoir vous informer d'abord, mais ensuite pour pouvoir bénéficier des bénéfices et avantages de l'immigration ici aux États-Unis. Donc, je pense que ce que les acteurs ou bien les organisations pourraient faire davantage, c'est de continuer à faire le même travail, à informer les gens et de manière beaucoup peut-être plus agressive, c'est-à-dire que comme ici, CA le fait, et avoir justement des séminaires, des séances de formation pour informer les gens sur leurs droits, sur leurs devoirs en matière d'immigration et continuer justement le plaidoyer
au niveau des autorités, parce que ça, c'est un aspect très important, arriver à communiquer avec les autorités, poser les problèmes et demander justement à ce qu'il y a des solutions qui soient Des apportées. solutions. En gros, Tout je à fait. pense que c'est ça que le travail des acteurs au niveau de l'immigration ici aux États-Unis. Merci beaucoup, Maître Pierre. L'heure avance très vite. On est déjà très en retard. Mais j'aimerais demander à Madame Ayaba si elle aurait quelque chose à ajouter. Et après, je ne sais pas si on va avoir le temps de prendre des questions parce que l'heure avance beaucoup, donc il n'y aura pas de questions. Non, Malheureusement, c'est oui, correct. Mhm. Donc, il n'y aura pas de questions malheureusement parce que l'heure est beaucoup avancée. Donc, on a déjà empiété, mais c'était tellement bien d'ailleurs. Donc, moi, c'est comme si je voulais aller sans m'arrêter d'ailleurs, tellement c'était bien, c'était merveilleux. Donc, moi, personnellement, il ne me reste qu'à vous remercier au nom de CEHA, Centre haïtien d'action humanitaire, au nom de la présidente, au nom du conseil d'administration et au nom de la communauté en général. Donc, alors, je vous remercie infiniment pour cette très belle émission, ces informations très pertinentes, très importantes. J'espère que les auditeurs et auditrices et non seulement ont écouté, non seulement ils ont entendu, mais aussi ils ont écouté et j'espère qu'ils ont pris aussi note et qu'ils vont décider aussi à faire passer le message à d'autres qui sont en difficulté, peut-être en difficulté d'intégration, qui ne savent pas quoi faire. Donc, alors, s'il vous plaît, c'est le message. Et je pense que c'est la première, mais ce n'est pas la dernière non plus. Donc, vous allez être invité encore une autre fois à venir débattre sur la question d'immigration et autour d'un autre thème ou autour d'un autre sujet. Je vous en remercie et je repasse le micro à la technique pour compléter et terminer. Merci beaucoup. Madame la Présidente, est-ce que c'est toi qui... Enfin, bon, grand merci à tout le monde. Merci Ayaba et merci M. Makoud. Merci, vous nous avez vraiment informés sur pas mal d'informations que, comme Marlène vient de le dire, alors nous vous en remercions. Alors, à la prochaine, j'espère que ce n'est pas la dernière fois et on aura à faire d'autres émissions pour l'identification et de nos amours. Allez, merci tout le monde. À bientôt. D'accord. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne fête du Canada à ceux qui sont au Canada. Et puis, bonne fin de semaine à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête. Merci. Bon. Alors, Kékette, je vais te laisser. Il y a Pas de quelqu'un problème, merci. qui a la main levée. Je pense que tu peux lui parler. C'est bon, il est parti parce que j'ai une autre rencontre. OK, Ouais. Donc, vas-y. alors, je te laisse ou je vous laisse parce qu'il y a encore du monde euh, en ligne. Allez, Donc, ça merci, a ma été un belle. plaisir. OK. À Plaisir la prochaine. partagé, merci. Merci. Bye.